Le médecin de confiance a capturé chaque détail du traumatisme de Luna à travers son objectif, puis a apporté les preuves directement au roi vampire. Elle se sentait en sécurité sous ses soins. Tout le monde pensait que les photos documentaient une violence humaine, mais elles révélaient en réalité des marques de griffes de la fille disparue du roi, belle et bien vivante. Luna pressa le bout de ses doigts contre les blessures en voie de guérison, observant le docteur Vincent ajuster l'objectif de son appareil photo avec une précision experte. Le cabinet stérile sentait l'antiseptique et quelque chose de métallique qu'elle ne parvenait pas à identifier. 3 semaines depuis l'attaque, et les marques de griffes palpitaient encore à chaque battement de cœur, boursouflées et irritées sur sa peau pâle. Elle faisait entièrement confiance à Vincent. Il était son médecin depuis l'enfance, constant et rassurant à travers chaque genou écorché et chaque fièvre. Le flash de l'appareil la fit sursauter. Vincent fit le tour de son épaule, photographiant les 4 entailles parallèles sous plusieurs angles. Ses mouvements étaient cliniques, efficaces, mais quelque chose dans son expression lui serra l'estomac. Pas de l'inquiétude, de l'intérêt. Ces photos sont juste pour votre dossier, Luna. Personne d'autre ne les verra jamais. Elle hocha la tête, remettant sa chemise tandis qu'il transférait les images sur sa tablette. Les blessures ne correspondaient pas à ses souvenirs de l'attaque. Elle se souvenait de dents, de mâchoires claquantes, pas de griffes. Mais un traumatisme pouvait brouiller les souvenirs. Vincent l'avait expliqué à plusieurs reprises. Il verrouilla la porte de son cabinet derrière elle, ses doigts volant sur la tablette cryptée. Les images se téléchargeaient dans un dossier marqué Livraison prioritaire, alors que les pas de Luna s'estompaient dans le couloir. Le motif des griffes était sans équivoque. 4 lignes précises, trop mesurées pour un prédateur naturel. Une seule créature laissait des marques comme celle-ci. Le pouls de Vincent s'accéléra tandis qu'il composait son message au roi vampire. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. La lueur froide de la tablette tranchait les ombres de minuit dans la salle du trône gothique. Le roi Adrien leva à peine les yeux lorsque le docteur Vincent entra, son attention fixée sur d'anciennes cartes territoriales étalées sur la pierre d'obsidienne. Une autre fausse piste, sans doute. Le médecin lui avait apporté 17 possibilités au cours des 2 dernières décennies. 17 espoirs brisés. Monseigneur, je crois que nous l'avons trouvé. Le bout des doigts d'Adrien s'immobilisa sur le parchemin. Il avait entendu ces mots trop de fois. Docteur. Chaque syllabe avait creusé des sillons plus profonds dans son âme, chaque déception une nouvelle blessure qui refusait de guérir. Mais la voix de Vincent portait quelque chose de différent ce soir. De la certitude. La tablette atterrit sur la carte avec un clic décisif. Les yeux d'Adrien balayèrent les photos médicales de marques de griffes en voie de guérison, 4 lignes parallèles gravées dans une jeune chair. Son souffle se coupa. Le motif était sans équivoque, gravé dans sa mémoire par d'innombrables séances d'entraînement avec sa fille. Séraphina avait 5 ans, à peine capable de contrôler ses pouvoirs naissants, lorsqu'elle avait appris à se défendre avec ses frappes précises et mesurées. Aucun autre vampire ne se battait avec une telle précision mathématique. Aucune autre créature ne pouvait laisser des marques qui guérissaient en parfaite symétrie. Le masque d'indifférence d'Adrian se fissura tandis qu'il traçait les blessures sur l'écran, la lueur des bougies vacillant sur ses traits anciens. 20 ans de recherche, 20 ans de pistes vides et de déceptions amères. Mais ces marques chantaient une puissance familière, murmuraient le nom de sa fille dans une langue que lui seul pouvait comprendre. Sa voix n'était qu'un murmure. « Apportez-moi tout sur cette fille. » L'ordre portait le poids des siècles, l'espoir désespéré d'un père qui n'avait jamais cessé de croire que son enfant pouvait encore respirer quelque part dans les ténèbres.
La lumière de l'aube filtrait par les fenêtres de l'appartement de Luna, révélant des détails qu'elle avait manqués dans son épuisement. Elle retourna la carte de visite du docteur Vincent entre ses mains, plissant les yeux pour voir des symboles embossés si faiblement qu'ils étaient presque invisibles. Un croissant de lune entrelacé avec quelque chose qui ressemblait à des crocs. L'écran de son ordinateur portable s'illumina tandis qu'elle tapait Consultants médicaux surnaturels dans le moteur de recherche. Des pages de résultats inondèrent son moniteur, des articles académiques sur la guérison paranormale, des forums discutant de blessures d'un autre monde. Sa poitrine se serra à chaque paragraphe. Les souvenirs de l'attaque semblaient faux, décousus, comme des pièces de puzzle différents assemblées de force. Elle se souvenait d'avoir été saisie par derrière près de la bibliothèque du campus. Elle se souvenait de la douleur, de la terreur, du goût de cuivre dans sa bouche. Mais l'agresseur, dans son souvenir, avait des mâchoires claquantes, des dents jaunes, l'odeur de fourrure mouillée. Ses blessures provenaient de griffes, précises et délibérées. Des images fugaces traversèrent sa conscience. Ses propres mains bougeant plus vite qu'humainement possible, une lumière argentée jaillissant du bout de ses doigts, un cri inhumain alors que quelque chose était projeté en arrière dans l'obscurité. Sa tasse de café se brisa sur le sol. Ce n'étaient pas ses souvenirs. Ça ne pouvait pas l'être. Elle était humaine, ordinaire, fragile. Mais ses mains tremblaient en composant le numéro du cabinet de Vincent, sa voix se brisant lorsqu'elle parla. « J'ai besoin de savoir ce que vous êtes vraiment. » La ligne devint silencieuse. 20 minutes plus tard, sa voix emplit sa messagerie vocale, artificiellement calme, mais teintée de quelque chose qui aurait pu être de la peur. « Reste calme, Luna. Ils viennent pour t'aider. » Elle fixa le téléphone dans ses mains tremblantes, comprenant avec une clarté terrible que son monde sûr et normal avait été construit sur des mensonges. Quelqu'un avait pris ses souvenirs et les avait remplacés par une fiction plus sûre. Quelqu'un l'avait observé, étudié, attendu. Et maintenant, ils arrivaient. L'ancienne chambre du conseil résonnait de doutes murmurés, tandis qu'Adrian marchait entre des piliers sculptés qui avaient été témoins de 1000 ans de politique vampirique. Les murs d'obsidienne reflétaient son image en une multiplicité fracturée, chaque surface montrant un angle différent d'un désespoir contrôlé. Les preuves fournies par Vincent étaient convaincantes, mais le conseil était devenu sceptique quant à la quête de leur roi. Trop de ressources dépensées à chasser des fantômes. Trop de promesses brisées par l'espoir. La voix d'Adrian trancha les murmures avec une autorité royale. Notre réseau localisera cette fille immédiatement. Chaque tracker, chaque informateur, chaque allié que nous possédons. Thane, membre du conseil, se pencha en avant sur sa chaise à haut dossier, des siècles de manœuvres politiques évidents dans son regard calculateur. « Monseigneur, nous avons enquêté sur des dizaines de possibilités. Qu'est-ce qui rend celle-ci différente? » La main d'Adrian se posa sur la tablette contenant les photos de Luna. Le geste était inconsciemment protecteur, paternel. La disparition de Serafina 15 ans plus tôt leur avait coûté leur alliance stratégique avec les cours européennes. Les fiançailles de sa fille devaient unir deux anciennes lignées, assurer la paix pour des générations. Au lieu de cela, des assassins avaient frappé lors de la cérémonie de fiançailles, et dans le chaos qui avait suivi, une princesse de 5 ans avait disparu sans laisser de traces. Si elle vit, tout change. Si ce n'est pas le cas, j'ai besoin de savoir. La vulnérabilité dans sa voix réduisit la chambre au silence. Adrian se tourna vers Cassandra, sa traqueuse la plus compétente, dont la loyauté n'avait jamais faibli au fil de décennies de recherches infructueuses. Trouve-la, ramène-la vivante. La politique pouvait attendre, les alliances pouvaient être reconstruites. Mais la vie de sa fille était en jeu, et cette fois, Adrian refusait de laisser l'espoir lui échapper.
Cassandra inclina la tête, acceptant la mission qui allait soit guérir le cœur d'un roi, soit le briser définitivement. Je la ramènerai à la maison, monseigneur. Vivante. Les tunnels de métro abandonnés puaient l'humidité et la décomposition, mais Luna respirait plus facilement dans leurs ombres que n'importe où en surface. Des lumières électriques de fortune projetaient des ombres dures sur les murs en béton où Marcus avait construit son refuge souterrain. Il était un demi-vampire, pris entre deux mondes comme la douzaine d'autres parias surnaturels qui avaient trouvé refuge dans les espaces oubliés de la ville. Luna l'avait localisé grâce à des recherches désespérées sur Internet, suivant des miettes de pain numériques à travers des forums où des créatures impossibles discutaient de problèmes très réels. Marcus étudia son visage à la lumière vacillante, ses sens aiguisés lisant des secrets qu'elle ne savait même pas qu'elle portait. « Tu sens le pouvoir et la douleur, ma fille. C'est une combinaison dangereuse dans notre monde. » Son explication de la hiérarchie vampirique fit tourner la tête de Luna. D'anciennes lignées, des mariages politiques, des conflits territoriaux qui s'étendaient sur des continents. Mais c'est sa mention désinvolte du sang royal qui lui fit tomber le cœur. Seules les plus anciennes lignées portaient cette signature olfactive particulière, dit-il. Seuls les descendants directs des cours vampiriques originelles. Luna se pressa contre le béton froid, essayant de traiter l'impossible. Elle n'était personne de spécial, adoptée en bas âge, élevée par des parents humains aimant mort dans un accident de voiture 3 ans auparavant. Elle travaillait dans une librairie, s'inquiétait pour le loyer et rêvait de faire des études supérieures. Elle n'était pas de la royauté. Elle n'était même plus sûre d'être entièrement humaine. Les autres réfugiés la regardaient avec un mélange de sympathie et de méfiance. Ils reconnaissaient le regard de quelqu'un dont le monde venait d'exploser. Marcus lui tendit une tasse de café amer et lui expliqua l'équilibre délicat qui maintenait la société surnaturelle cachée de la conscience humaine. Mais ses paroles furent interrompues par le léger grattement de pas résonnant depuis l'entrée du tunnel. Toutes les têtes se tournèrent vers le son. Marcus se leva lentement, sa main se dirigeant vers la lame d'argent à sa hanche. Quelqu'un les avait trouvés. Quelqu'un d'assez habile pour traquer Luna à travers le labyrinthe souterrain de la ville. La silhouette de Cassandra apparut à l'embouchure du tunnel, sa présence irradiant une confiance prédatrice. La chasse avait commencé. L'air dans la zone de maintenance du métro crépitait d'énergie surnaturelle lorsque Cassandra entra dans le cercle de lumière. Ses sens aiguisés avaient suivi l'odeur de Luna à travers 3 miles de tunnel, mais rien ne l'avait préparée à la signature de pouvoir qui entourait la jeune fille comme une flamme invisible. Marcus se positionna entre Luna et la traqueuse, sa lame d'argent brillant dans sa poignée. Tu empiètes sur un territoire neutre. Le sourire de Cassandra ne contenait aucune chaleur. Je récupère une propriété volée. La réaction de combat ou de fuite de Luna déclencha quelque chose de plus profond que l'instinct humain. Une lumière argentée commença à suinter de sa peau, projetant d'étranges ombres sur les murs en béton. L'air avait un goût métallique, chargé d'une énergie qui fit reculer chaque être surnaturel présent en signe de reconnaissance. C'était de la magie royale, celle qui coulait dans les lignées directes, inchangée depuis des siècles. Marcus se jeta en avant, sa lame cherchant le cœur de Cassandra, mais les réflexes de vampire le firent paraître lent comme du miel. Elle attrapa son poignet, le tordit et l'envoya s'écraser contre un pilier de soutien. La terreur de Luna se transforma en rage. La lumière argentée jaillissant de ses mains se condensa en une barrière d'énergie pure, solide, comme l'acier, mais brillante, comme une lumière d'étoile capturée. Cassandra se figea, sa confiance prédatrice remplacée par le choc. La magie royale n'avait pas été vue dans les cours vampiriques depuis 15 ans, pas depuis la disparition de la princesse. Tu as les yeux de ton père et le feu de ta mère. Les mots frappèrent Luna comme des coups physiques. Père, mère,
des concepts qui appartenaient à la vie d'autres personnes, pas à la sienne. Mais le pouvoir qui coulait dans ses veines chantait avec une autorité ancienne, exigeant d'être reconnu. Marcus gémit là où il était tombé, du sang coulant de son cuir chevelu fendu. La rage de Luna se cristallisa en une décision. La barrière d'énergie pulsa plus fort, forçant Cassandra à reculer vers l'entrée du tunnel. Quoi qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, Luna ne laisserait personne blesser les gens qui lui avaient offert un sanctuaire. La voie de secours que Marcus lui avait montrée menait plus profondément dans le labyrinthe souterrain. Mais, alors que Luna l'aidait à trébucher vers le passage caché, elle entendit les derniers mots de Cassandra. « Dis à ton père que sa patience a été récompensée. Le roi vampire retrouvera son héritière. » Le monde de Luna bascula de nouveau, alors que de nouvelles vérités s'écrasaient dans sa conscience. Roi vampire, son père, l'impossible devenant inévitable à chaque révélation. La planque cachée de Marcus occupait le sous-sol d'une église abandonnée, ses murs tapissés d'archives qu'il avait accumulées au cours de décennies de recherches surnaturelles. Des photographies délavées, étalées sur une table en chêne, montraient des visages d'un autre siècle, des portraits officiels de la noblesse vampire, en robes de cérémonie élaborées. Luna traça du doigt une image d'une jeune femme en robe diplomatique, serrant la main d'une figure dont la présence commandait l'ensemble du cadre, même dans l'immobilité. « Ta mère était Elena Ashworth », expliqua Marcus, la tête bandée suite au combat dans le tunnel. Ambassadrice humaine auprès des cours surnaturels. Elle a négocié le traité des ombres, qui a maintenu l'équilibre entre nos mondes pendant 20 ans. L'histoire d'amour qui a suivi a failli détruire cette paix. Un roi vampire tombant amoureux d'une diplomate humaine violait tous les arrangements politiques que leur espèce avait élaborés. Le conseil d'Adriane menaça de guerre civile. Le gouvernement humain d'Helena la traita de traîtresse. Mais leur romance produisit quelque chose d'inédit. Une héritière demi-vampire avec l'immunité diplomatique pour faire le pont entre les deux mondes. Luna fixa les photographies de mariage, ses parents rayonnant de bonheur malgré le chaos qui entourait leur union. Ta mère est morte en protégeant le traité qu'elle a aidé à créer. Ton père l'a honoré pendant 15 ans, même si cela lui a coûté tout ce qu'il avait construit. La tentative d'assassinat lors du 5e anniversaire de Luna avait été expertement planifiée. Des extrémistes humains et des traditionalistes vampires travaillant ensemble pour éliminer l'union symbolique qui menaçait leurs structures de pouvoir respectives. Dans la confusion, Luna avait été emmenée par des loyalistes qui préféraient la voir perdue plutôt que morte. De faux souvenirs avaient été implantés pour la protéger des ennemis qui la tueraient pour ce qu'elle représentait. Mais maintenant, la fiction soigneusement construite s'effondrait. Le traité pour lequel Helena était morte était de nouveau sous tension, les communautés surnaturelles se demandant si la paix valait les restrictions qu'elle imposait. Le retour de Luna pourrait stabiliser l'accord ou le briser complètement. Marcus la regarda traiter le poids de la responsabilité héritée. Elle n'avait pas demandé de sang royal, ni d'importance politique. Elle n'avait rien voulu de plus qu'une vie humaine tranquille. Mais la lumière argentée qui avait jailli de ses mains dans les tunnels portait l'autorité d'anciennes lignées. Elle était la fille de ses parents, prise entre des mondes qui avaient désespérément besoin de quelqu'un qui appartenait aux deux. Luna prit sa décision avec la même détermination qui avait sauvé la vie de Marcus. Elle rencontrerait son père, mais à ses propres conditions. La fille effrayée qui s'était cachée dans le cabinet de Vincent avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait le prix du pouvoir et la nécessité du choix. Le bureau privé d'Adrian était devenu une salle de guerre, des cartes et des rapports de renseignements couvrant chaque surface disponible. Cassandra s'agenouilla devant son bureau, la fierté de la traqueuse en conflit avec le choc de ce qu'elle avait vu dans les tunnels. La fille possède la magie royale, monseigneur. Non entraînée, mais assez puissante pour créer des barrières physiques de
Lumière. Elle a protégé le demi-vampire Marcus contre une force supérieure. Le soulagement d'Adrian fut un poids physique qui se leva de ses épaules, mais il fut immédiatement remplacé par de nouvelles peurs. 20 ans de séparation signifiaient que Luna n'avait aucune compréhension de la politique vampirique ou des ennemis qui l'avaient fait fuir. Elle était puissante, mais vulnérable, isolée dans un monde qui allait soit l'adorer, soit la détruire. Thane, membre du conseil, se matérialisa à l'entrée du bureau, son expression calculatrice. Le gouvernement humain s'impatiente, Adrian. L'ambassadeur Morrison a posé des questions pointues sur les activités surnaturelles dans la ville. Ils ont reçu des photographies divulguées de notre espèce en action. La mâchoire d'Adrian se serra. Quelqu'un exploitait l'émergence de Luna pour déstabiliser le traité pour lequel sa femme était morte. Chaque jour qu'elle restait cachée augmentait le risque d'exposition, mais la ramener ouvertement déclencherait les mêmes forces qui l'avaient fait fuir enfant. Une princesse morte est une tragédie, continua Thane. Une vivante est une révolution. Chaque cour surnaturelle en Amérique du Nord exigera de la rencontrer. Chaque autorité humaine remettra en question sa légitimité. Vous nous demandez de parier la stabilité du royaume sur une fille qui ne sait pas qu'elle est de la royauté. Adrian se leva de sa chaise. 5 siècles d'autorité royale, remplissant la pièce comme une présence physique. La couronne sur sa tête capta la lueur des bougies, projetant des ombres changeantes sur des cartes qui montraient des frontières territoriales que ses ancêtres avaient négociées dans le sang. Il avait passé 20 ans à construire des alliances avec soin, diplomatiquement, toujours conscient qu'un faux pas pourrait rallumer la guerre civile que la naissance de Luna avait brièvement menacée. Mais la paternité exigeait des calculs différents de la royauté. Sa fille était vivante, seule et en danger. Les conséquences politiques semblaient abstraites à côté de cette réalité. Contre tout instinct tactique, contre les conseils du Conseil qui avaient maintenu son royaume stable pendant 2 décennies, Adrian fit son choix. Organiser une rencontre en terrain neutre. Si elle ne veut pas rentrer de son plein gré, j'irai à elle. La décision qui allait soit guérir sa famille, soit détruire son règne avait été prise. Certains risques valaient la peine d'être pris, même pour un roi qui avait appris le prix de l'espoir. La cathédrale abandonnée semblait appropriée pour une rencontre entre les mondes, ses vitraux filtrant le clair de lune en motifs de rouge et d'or sur le sol en pierre. Le docteur Vincent se tenait entre Luna et les massives portes en chêne, n'étant plus le médecin rassurant en qui elle avait eu confiance, mais quelque chose de plus complexe et dangereux. Sa révélation recadrait chaque interaction qu'ils avaient partagée. « Je suis un médiateur surnaturel depuis 30 ans, Luna. Ton adoption a été arrangée par mon réseau. Tes soins médicaux ont été conçus pour supprimer des souvenirs qui t'auraient rendue folle de chagrin. La tromperie de Vincent était plus profonde que les blessures physiques qui l'avaient amené à son cabinet, mais son intention protectrice était indéniable. Chaque faux souvenir, chaque rêve implanté avait été conçu pour lui donner une enfance normale, tandis que des ennemis cherchaient une princesse qui avait apparemment disparu de l'existence. Les portes de la cathédrale s'ouvrirent avec un poids médiéval, et le souffle de Luna se coupa lorsque son père entra avec une garde minimale. Adrian se déplaçait avec une grâce prédatrice qui parlait de siècles, mais ses yeux contenaient une vulnérabilité qui le rendait presque humain. 20 ans de séparation se compressèrent en un seul moment de reconnaissance mutuelle. Père et fille se faisaient face dans un espace sacré, chacun portant la moitié d'une vérité qui pourrait réunir une famille brisée ou les détruire tous les deux. J'ai rêvé de ce moment et je l'ai craint tout autant, dit Adrian, sa voix portant le poids de décennies. La réponse de Luna vint d'un endroit plus profond que la mémoire, plus ancien que la fausse vie qu'on lui avait donnée. Je ne sais pas comment être une princesse,
mais je sais comment me battre pour les gens qui ont besoin de protection. L'aveu flottait entre eux comme un pont. Adrian vit les instants diplomatiques de sa femme dans les paroles prudentes de Luna, son refus de se laisser submerger par des circonstances hors de son contrôle. Luna reconnut quelque chose de familier dans la présence d'Adrian, une connexion qui transcendait le visage de l'étranger. Vincent observait depuis les ombres, alors que la réunion commençait à guérir des blessures que la politique avait ouvertes. Mais ses sens aiguisés détectèrent un mouvement dans l'obscurité, au-delà des murs de la cathédrale. Quelqu'un avait observé, attendu, planifié. La rencontre qui aurait dû être un salut était sur le point de devenir un piège. Le réseau d'Adrian avait trouvé Luna, mais ils n'étaient pas les seuls à la chasser. Le jeu était sur le point de changer à nouveau et cette fois, les enjeux se mesureraient en plus qu'une perte personnelle. Lord Damien reçut l'information dans ses appartements privés alors que l'aube peignait l'horizon d'Édimbourg de nuances de trahison. Des photos de surveillance étalées sur son bureau en acajou montraient la rencontre à la cathédrale avec une clarté parfaite. Adrian étreignant la fille qui avait été cachée pendant 20 ans, la princesse perdue dont le retour menaçait tout ce que Damien avait construit en son absence. Son réseau politique avait prospéré sur l'isolement d'Adrian, poussé par le chagrin, se positionnant comme une stabilité nécessaire pendant que le rechassait des fantômes à travers 2 décennies de fausses pistes. Maintenant, ces fantômes se manifestaient comme une réalité inconfortable. À 3 fuseaux horaires de là, des groupes extrémistes humains ouvraient des emails cryptés contenant des séquences divulguées d'activités surnaturelles. Une lumière argentée jaillissant de jeunes mains, une vitesse inhumaine, des conversations sur la politique des vampires dans des tunnels de métro abandonnés. Le secret soigneusement gardé, qui protégeait les 2 espèces, se fissurait sous la pression que les alliés de Damien appliquaient avec une précision chirurgicale. La clinique du Dr Vincent au centre-ville de Seattle devint l'épicentre d'un chaos coordonné. Des silhouettes vêtues de noir se déplaçaient dans son bureau avec une efficacité professionnelle, retournant les dossiers, détruisant les ordinateurs, laissant des preuves de procédures médicales surnaturelles éparpillées pour que les autorités humaines les découvrent. L'odeur métallique de produits chimiques renversés se mélangeait à quelque chose de plus sombre alors que les décennies de documentation minutieuse de Vincent partaient en fumée. Luna sentit le filet se resserrer autour d'elle de 3 directions différentes simultanément. Les autorités humaines posaient des questions sur la clinique détruite, les traditionalistes vampires se mobilisaient contre le règne de son père, et quelque chose de plus profond orchestrait le chaos depuis les ombres. Le sanctuaire souterrain qui avait semblé être une sécurité ressemblait maintenant à un piège prêt à se refermer. Marcus entra en titubant dans la planque alors qu'elle traitait les informations qu'il avait recueillies de son réseau, le sang suintant à travers des bandages frais qui ne pouvaient pas guérir assez vite. Ils ont frappé 5 endroits ce soir. Chaque réfugié surnaturel qui t'a aidé est maintenant une cible. Quelqu'un est en train de monter un dossier pour prouver que tu es trop dangereuse pour exister. Les mains de Luna se crispèrent un point, alors qu'une lumière argentée commençait à suinter de sa peau à nouveau, répondant à la rage et à l'instinct de protection. Le pouvoir semblait moins étranger maintenant, plus comme une langue qu'elle apprenait enfin à parler. Elle avait passé 3 semaines à fuir sa nature, à se cacher de responsabilités qui appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. Mais les gens qui lui avaient offert un sanctuaire payaient sa lâcheté de leur sang. Le message menaçant arriva sous forme de texte d'un numéro inconnu, des mots qui lui firent tomber le cœur par leur précision désinvolte. Rentre à la maison, ou d'autres paieront. Nous savons où Marcus se cache. Nous connaissons les emplacements de secours de Vincent. Chaque jour que tu prétends être humaine, plus d'innocents souffrent. Luna fixa l'écran du téléphone jusqu'à ce que les lettres se brouillent en forme, dénuées de sens.
20 ans de cachette minutieuse lui avaient valu une enfance normale, mais cette dette arrivait à échéance avec des intérêts composés. Elle pouvait continuer à fuir, continuer à prétendre qu'elle n'était personne de spécial, pendant que tous ceux qui l'avaient aidée mouraient pour cette fiction. Ou elle pouvait accepter ce dont elle avait hérité et se battre. Marcus regarda son visage changer alors que la décision se cristallisait en détermination. La fille effrayée qui avait cherché refuge dans ces tunnels avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait le prix du pouvoir et la nécessité de tenir bon. Sa voix portait une autorité qu'elle ne possédait pas quelques jours plus tôt. J'en ai fini de fuir. S'ils veulent une princesse, je leur en montrerai une. Les mots restèrent suspendus dans l'air moisi, comme une déclaration de guerre. Luna avait cessé de se cacher de son héritage, ce qui signifiait que ses ennemis allaient enfin affronter ce qu'ils avaient passé des décennies à essayer de détruire. Mais d'abord, elle devait avertir son père que le jeu avait changé. Les attaques n'étaient pas un chaos aléatoire, mais une stratégie coordonnée conçue pour forcer exactement ce choix. Elle attrapa son téléphone avec des mains fermes. J'ai besoin de rentrer à la maison. Maintenant. La réponse vint immédiatement, portant soulagement et acceptation sombre. Nous serons prêts. La salle du trône d'Adrian se transforma en un centre de commandement alors que les rapports affluaient de tout son territoire. Les attaques systématiques contre les partisans de Luna n'étaient pas de la violence aléatoire, mais des coups d'échec conçus pour l'isoler de ses alliés potentiels. L'ancienne loi vampirique exigeait qu'il réponde aux menaces contre son héritière, mais la loi martiale validerait les craintes humaines concernant l'autorité surnaturelle. Des décennies de progrès diplomatiques pourraient disparaître en une seule nuit de violence nécessaire. Thane, membre du Conseil, se matérialisa à côté du trône d'obsidienne, son expression mêlant inquiétude et quelque chose qui aurait pu être du calcul. Monseigneur, l'ambassadeur humain exige des explications pour l'activité surnaturelle que ces gens ont documentée. 3 chaînes de télévision ont reçu des informations anonymes sur la clinique de Vincent. Quelqu'un veut que ce conflit soit public. Les doigts d'Adrien tambourinèrent contre la pierre ancienne alors qu'il traitait les implications. L'exposition forcerait les deux espèces à une confrontation ouverte, brisant l'équilibre délicat qu'Elena était morte pour préserver. Mais la sécurité de Luna exigeait une action décisive, quelles que soient les conséquences politiques. Il l'avait perdue une fois par excès de prudence, faisant confiance à la diplomatie quand les ennemis demandaient du sang. Le poids de la couronne pesait sur ses tempes alors que des siècles de royauté se battaient avec l'instinct paternel. Des armes anciennes sortirent de coffres-forts qui n'avaient pas été ouverts depuis la signature du traité des ombres, leur métal chantant d'anticipation de la violence. Le personnel du château se déplaçait avec une précision militaire, alors que la demeure d'Adrien devenait une forteresse conçue pour protéger une fille contre des forces qui planifiaient sa destruction depuis sa naissance. La révélation de l'implication de Damien vint par des réseaux de renseignements qu'Adrien avait mis des décennies à construire. La confirmation que son plus grand rival politique avait orchestré le chaos tout en se positionnant comme une stabilité nécessaire. La guerre civile menaçait à nouveau, le même conflit que la naissance de Luna avait temporairement empêché menaçant maintenant de tout consumer. Le choix d'Adrian se cristallisa avec la même finalité qui l'avait poussé à épouser une diplomate humaine contre toute sagesse politique. Je l'ai perdue une fois par pitié. Je ne referai pas cette erreur. Sa voix portait la fureur froide d'un roi qui avait appris que certains ennemis ne comprenaient que la violence. Les défenses du château s'activèrent alors que les forces d'Adrian se préparaient pour un siège. Luna rentrait à la maison, mais les retrouvailles se mesureraient en sang et en feu. Les dernières pièces se mettaient en place pour une confrontation qui déterminerait si le royaume vampire accueillerait sa princesse perdue
ou l'enterrerait aux côtés du traité qu'elle représentait. 20 ans de diplomatie prudente étaient sur le point de partir en fumée, ne laissant que le choix entre la famille et le royaume qui avait défini le règne d'Adrien depuis son commencement. Les pierres anciennes du château semblaient vibrer de reconnaissance lorsque Luna franchit les portes qu'elle avait vues pour la dernière fois à l'âge de 5 ans. La lumière de l'aube attrapa les flèches gothiques, les transformant de souvenirs en une réalité solide qui lui coupa le souffle. Ses doigts tracèrent les gargouilles sculptées qui gardaient l'entrée, leurs visages de pierre usés par les siècles, mais toujours féroces dans leurs dessins protecteurs. La cour résonna de ses pas alors que le personnel du château sortait de l'ombre, leurs visages mêlant joie et incrédulité en voyant la princesse perdue revenue. Une femme âgée s'approcha, des larmes coulant sur ses joues, sa voix se brisant tandis qu'elle parlait. Votre voix se brisa alors que la reconnaissance traversait les souvenirs implantés. Je me souviens de cette chanson, murmura Luna, la mélodie déclenchant des images de berceuse au coucher et de mains douces tressant ses cheveux. Elle se souvint de l'immense cheminée où Adrian lui avait appris les échecs, de la bibliothèque où sa mère lisait des traités diplomatiques comme des histoires pour s'endormir, du jardin où elle avait pratiqué ses premières manifestations de lumière argentée. Chaque souvenir retrouvé était comme retrouver des morceaux d'elle-même qu'elle ne savait pas manquant, des fragments d'enfance qui la faisaient se sentir entière pour la première fois en 20 ans. Mais les retrouvailles furent interrompues par des alarmes qui brisèrent la paix matinale avec une urgence mécanique. Les forces de Damien avaient été repérées approchant de 3 directions, leur bannière déclarant un défi formel au règne d'Adrian en vertu d'une ancienne loi vampirique qui n'avait pas été invoquée depuis des siècles. Luna se tenait sur les remparts à côté de son père, alors que les armées ennemies prenaient position autour de leur demeure ancestrale, des étendards noirs fouettant dans un vent qui portait l'odeur de la violence à venir. La vue aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, elle ressentit une certitude calme que cette confrontation était inévitable depuis le moment où elle avait accepté son héritage. Damien lui-même chevauchait à l'avant de ses forces, flanqué de véhicules militaires humains et de guerriers vampires qui avaient juré allégeance à sa vision de suprématie surnaturelle sur la coopération diplomatique. Sa voix porta à travers la cour avec une autorité amplifiée alors qu'il formulait son accusation formelle. Adrian de la maison Blackthorn est accusé d'incompétence dans la protection de son héritière, abandonnant ses devoirs pour chasser des fantômes pendant que notre espèce souffre sous des traités restrictifs qui servent les intérêts humains avant les nôtres. Luna s'avança avant que son père ne puisse répondre, une lumière argentée commençant à suinter de sa peau alors que le pouvoir hérité reconnaissait le moment de la décision. L'ancienne loi pouvait autoriser le défi de Damien, mais elle en avait fini de laisser les autres déterminer son destin ou la valeur de son père. Les mots qui sortirent de ses lèvres portaient une autorité qu'elle avait héritée des 2 lignées, une formation diplomatique humaine fusionnée avec un commandement royal de vampires. Je suis Luna Helena Blackthorn, héritière de ce trône et fille du traité des ombres qui a maintenu la paix pendant 20 ans. Je conteste votre droit de remettre en question le règne de mon père alors que vos propres actions ont mis en danger des innocents. Sa voix résonna contre les murs du château alors qu'elle révélait les preuves que Marcus l'avait aidé à rassembler, la preuve de la coordination de Damien avec des groupes extrémistes humains, son sabotage délibéré du secret soigneusement gardé de la communauté surnaturelle. La lumière argentée, jaillissant de ses mains, s'intensifia jusqu'à remplir la grande salle comme une lumière d'étoiles capturée, forçant les armes à s'abaisser, alors que les 2 armées reconnaissaient la manifestation de la magie royale qui n'avait pas été vue depuis son enfance. « Je suis la fille de ma mère autant que celle de mon père », déclara-t-elle, ses mots atteignant chaque coin des forces assemblées.
Cela signifie que je choisis la paix plutôt que la guerre, la coopération plutôt que la domination, la protection plutôt que la conquête. Mais je défendrai ceux qui sont sous ma protection avec toutes les armes à ma disposition. Le soutien politique de Damien s'effondra alors que ses manipulations étaient exposées dans un feu d'argent qui rendait les mensonges impossibles à maintenir. L'ancienne loi qu'il avait invoquée pour contester l'aptitude d'Adrian se retourna maintenant contre lui. Sa conspiration avec les ennemis des deux espèces, le marquant comme la véritable menace à la survie des vampires. La confrontation qui aurait dû se terminer en guerre civile se dissolut en une reconnaissance de l'autorité de Luna, sa démonstration de pouvoir et de principe, prouvant simultanément son héritage royal et sa sagesse diplomatique. De nouveaux accords furent signés avant que la lumière argentée ne s'estompe, des accords qui élargissaient la coopération surnaturelle humaine, tout en établissant le rôle de Luna comme pont entre des mondes qui avaient besoin de sa perspective unique. La crise immédiate était résolue, mais Luna comprit que ce n'était que le début des défis qui mettraient à l'épreuve sa nouvelle identité et ses responsabilités héritées. Une semaine plus tard, la lumière du soleil filtrait par les fenêtres de la chambre du conseil qui avait été scellée dans l'obscurité pendant des siècles, symbolique des changements que Luna apportait à la tradition politique vampirique. Elle servait de médiatrice entre les espèces avec la patience héritée de sa mère et l'autorité tirée de la lignée de son père, établissant des précédents qui façonneraient la société surnaturelle pour des générations. Le docteur Vincent devint officiellement la liaison entre les communautés médicales, sa connaissance à la fois de la physiologie humaine et de la guérison surnaturelle comblant des fossés scientifiques qui avaient persisté pendant des siècles. Les anciennes méthodes ont fait leur temps, dit Luna aux représentants assemblés des deux espèces. Maintenant, nous construisons quelque chose de mieux. Sa première médiation réussie concernait des conflits territoriaux qui couvaient depuis des décennies, des solutions trouvées par le compromis plutôt que par la conquête. Le soir trouva Luna et Adrian dans le jardin commémoratif que sa mère avait conçu comme symbole d'espoir pour la coopération entre les espèces. Des roses diplomatiques fleurissaient à côté de la belladone des vampires dans des parterres soigneusement entretenus qui représentaient la vision d'harmonie d'Helena, malgré des différences fondamentales. La voix d'Adrian portait 20 ans de regrets accumulés. Alors qu'il montrait à Luna le monument en marbre, portant le nom de sa mère et les termes du traité pour lesquels elle était morte. Je ne peux pas te rendre ton enfance, mais je peux te donner un avenir digne des rêves de ta mère. Luna plaça des roses blanches sur la pierre commémorative, leurs pétales brillant d'un éclat argenté au clair de lune, alors que son pouvoir répondait à la connexion émotionnelle avec les parents qu'elle était enfin libre de se remémorer. Le geste ressemblait à l'achèvement d'un cercle qui avait été brisé par la violence et réparé par le choix. Une fille honorant sa mère tout en se tenant aux côtés d'un père qui n'avait jamais cessé de croire aux retrouvailles. Leur relation serait construite sur le respect mutuel plutôt que sur de simples liens de sang, une base pour un partenariat qui reconnaissait à la fois leur indépendance et leur engagement commun à protéger la paix qu'Helena était morte en créant. Les plans pour le couronnement officiel de Luna en tant qu'héritière incluaient des innovations qui reflétaient son double héritage, une cérémonie à laquelle assisteraient les deux espèces comme symbole de leur coopération continue. Mais d'abord, elle partagerait son temps entre les devoirs du château et le maintien des liens avec le monde humain qui avait façonné son caractère, s'assurant de ne jamais perdre le contact avec l'une ou l'autre moitié de son identité. Les balcons du château offraient des vues sur le royaume dont Luna hériterait un jour, de vastes territoires où les communautés surnaturelles vivaient en équilibre précaire avec des voisins humains qui restaient largement ignorants de leur existence. L'air nocturne portait les sons d'une coexistence pacifique, la mise en œuvre réussie des traités que sa mère avait négociés par amour et sacrifice. Marcus arriva alors que Luna contemplait l'horizon. Ses blessures entièrement guéries
et sa loyauté transformée en un service de protection en tant que sa garde personnelle. Son réseau souterrain avait évolué en une structure de liaison officielle reliant les réfugiés surnaturels à des systèmes de soutien légitimes, un autre pont que le retour de Luna avait rendu possible. Des messages d'autres cours surnaturels du monde entier demandaient sa médiation dans des conflits qui couvaient depuis des siècles, une reconnaissance que sa position unique offrait des solutions que la perspective purement vampire ou humaine ne pouvait atteindre. Adrien la rejoignit à la balustrade du balcon, alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel assombri, leur lumière se reflétant sur les fenêtres du château, comme des promesses capturées de possibilités infinies. Les défis futurs qu'ils affronteraient ensemble mettraient à l'épreuve tout ce qu'ils avaient appris sur la coopération et le compromis, mais Luna se sentait prête pour des aventures qui définiraient son règne et sa relation avec les deux espèces dont elle avait hérité la responsabilité de protéger. Ce n'est que le début, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, sa question portant l'anticipation plutôt que l'anxiété. Les meilleures histoires le sont toujours, répondit Adrian, ses mots reconnaissant que leur retrouvaille avait créé de nouvelles possibilités plutôt que de simplement résoudre d'anciens conflits. Père et fille se tenaient ensemble, regardant vers des horizons où de nouvelles missions diplomatiques et des cours surnaturels attendaient la princesse qui faisait le pont entre les mondes, prête pour tous les défis qui surgiraient de la nouvelle ère de coopération qu'ils avaient établie par la lumière argentée, et un amour tenace qui refusait d'accepter la séparation comme permanente. La princesse perdue avait retrouvé son chemin et avait choisi de le transformer en quelque chose de digne des rêves de sa mère et de sa propre détermination à prouver que différent ne signifiait pas nécessairement divisé. Les doigts de Luna tracèrent la carte de visite de Vincent sous la lumière crue de l'appartement, le rectangle blanc innocent révélant des secrets en caractères microscopiques qui lui glacèrent le sang. Le symbole gravé sous ses qualifications médicales ressemblait à un serpent enroulé autour d'un croissant de lune, mais des recherches sur les services de consultation surnaturelle confirmèrent ses soupçons grandissants à l'égard de l'homme à qui elle avait confié ses moments les plus vulnérables. L'écran de son ordinateur portable affichait des témoignages de clients cherchant de l'aide pour des conditions médicales inhabituelles, des schémas de guérison surnaturelle et des services de documentation pour des êtres qui existaient en dehors des systèmes de classification humains normaux. Chaque résultat de recherche enfonçait plus profondément les clous dans le cercueil de sa confiance naïve, révélant que le docteur Vincent se spécialisait exactement dans le type de blessure qu'elle avait subie lors de son attaque mystérieuse. Les souvenirs de l'attaque eux-mêmes commencèrent à se défaire sous un examen attentif, des détails qui n'avaient jamais tout à fait coïncidé se révélant soudainement comme une fiction superposée à la vérité. 3 marques de griffes parallèles n'auraient pas dû guérir si proprement, n'auraient pas dû laisser des motifs qui semblaient presque décoratifs plutôt que sauvages, n'auraient pas dû déclencher le type de réponse défensive qui faisait maintenant surface dans sa conscience comme des bulles d'air montant des profondeurs. Elle se souvint de s'être déplacée plus vite qu'humainement possible, ses mains flamboyantes d'une lumière argentée qui avait repoussé son agresseur avant que la mémoire ne devienne floue et confusion. La prise de conscience que son propre esprit avait été modifié, que quelqu'un avait implanté de faux souvenirs par-dessus sa véritable expérience, envoya des vagues de violations à travers son système qui rendirent les blessures physiques triviales en comparaison. Son téléphone affichait 17 appels manqués du cabinet de Vincent, chaque message vocal passant d'une préoccupation professionnelle à une urgence à peine dissimulée qui confirmait qu'elle était tombée sur quelque chose qu'il aurait préféré garder caché. Le dernier message abandonnait toute prétention alors que sa voix portait une autorité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Des mots qui lui serrèrent l'estomac avec la reconnaissance de la manière dont elle avait été complètement manipulée. « Reste calme, Luna.
Ils viennent pour t'aider. Comprends que tout ce que j'ai fait a été pour te protéger de forces que tu n'es pas prête à affronter. Mais ton éveil a été détecté, et se cacher n'est plus possible. Fais-moi confiance une dernière fois. La référence des involtes à son éveil impliquait une connaissance de sa nature surnaturelle qui allait bien au-delà de l'observation médicale, suggérant que Vincent avait surveillé sa transformation plutôt que de simplement traiter ses séquelles. Le reflet de Luna, dans l'écran de l'ordinateur portable, montrait des yeux qui commençaient à briller de la même lumière argentée qu'elle avait rejetée, comme une hallucination due au stress. Le pouvoir répondant à la crise émotionnelle, avec des manifestations qui ne pouvaient plus être rationalisées. Son appartement ressemblait soudain à un piège plutôt qu'à un sanctuaire. Les murs qui avaient offert la sécurité semblant maintenant se refermer avec le poids de la surveillance et de la tromperie. Vincent savait où elle vivait, avait son dossier médical complet, comprenait ses capacités mieux qu'elle-même et était lié à des gens qu'il décrivait comme de l'aide, mais qui sonnaient plus comme des chasseurs dans son ton d'urgence désespéré. La carte de visite se réduisit en cendres dans sa poigne, alors que la lumière argentée jaillissait de ses doigts, le feu surnaturel répondant à la rage et à la trahison avec une capacité destructrice qui à la fois terrifiait et ravissait sa conscience en éveil. Elle avait peut-être quelques heures avant que les gens de Vincent n'arrivent, juste assez de temps pour disparaître si elle agissait rapidement et abandonnait tout ce qui la reliait à l'identité qu'elle s'était construite au cours de 20 ans de normalité soigneusement entretenue. Mais fuir signifierait laisser derrière elle toute chance de comprendre ce qu'elle était vraiment. Accepter l'ignorance comme le prix d'une sécurité temporaire, tandis que des forces qu'elle ne comprenait pas continuaient de manipuler son existence depuis l'ombre. L'alternative était d'embrasser l'héritage surnaturel que la panique de Vincent suggérait être à la fois puissant et dangereux, entrer dans un monde où la confiance se mesurait en sang et où la lumière argentée brillait assez fort pour consumer des décennies de mensonges soigneusement élaborés. Luna attrapa des documents essentiels et de l'argent liquide, tandis que sa peau continuait de briller d'un pouvoir hérité qui ressemblait à un éclair contrôlé, chaque pulsation révélant des capacités qui étaient restées dormantes jusqu'à ce que la crise force leur émergence. Elle trouverait ses propres réponses plutôt que d'accepter la version de la protection de Vincent, même si cela signifiait marcher directement dans le monde souterrain surnaturel qui avait observé son éveil avec un intérêt qui transcendait la curiosité médicale. Le roi vampire apprendrait que sa fille avait de nouveau disparu, mais cette fois, Luna choisissait de se cacher plutôt que de simplement disparaître dans le traumatisme et l'amnésie fabriquée. Les dossiers de Vincent avaient mentionné d'autres personnes comme elle, des êtres surnaturels qui naviguaient dans la société humaine tout en dissimulant leur vraie nature, et les trouver semblait être sa meilleure chance de survie dans un monde où tout le monde semblait en savoir plus sur son héritage qu'elle. La lumière argentée continuait de jaillir de ses mains alors que Luna s'avançait dans la nuit, chaque pas l'éloignant davantage de l'illusion de sécurité et la plongeant plus profondément dans une vérité qui promettait d'être à la fois une révélation et une révolution pour tous ceux impliqués dans son histoire. Luna s'enfonça plus profondément dans les tunnels de métro abandonnés, où Marcus avait promis un sanctuaire, les mains cicatrisées du demi-vampire restant fermes tandis qu'il la guidait à travers des passages qui puaient la rouille et les secrets surnaturels. Le réseau souterrain s'étendait sous la ville comme des veines cachées, peuplées de parias qui avaient appris que la survie signifiait l'invisibilité à la fois pour les autorités humaines et pour la politique vampirique qui traitait le sang mêlé comme une faiblesse plutôt qu'une force. Marcus reconnut immédiatement son odeur comme un héritage royal mêlé à de la diplomatie humaine, une combinaison qui n'avait pas existé dans la société surnaturelle depuis des décennies. Tu sens le pouvoir et la douleur, ma fille, dit-il, tandis que des lumières électriques de fortune
projetaient des ombres dures sur les tunnels qui servaient de foyer à des créatures qui n'appartenaient nulle part ailleurs. C'est une combinaison dangereuse dans notre monde. Ces mots portaient le poids de l'expérience de la survie entre des espèces qui toléraient à peine son existence, une connaissance dont Luna avait besoin si elle espérait naviguer dans des eaux où la trahison de Vincent n'était qu'une ondulation en surface au-dessus de courants plus profonds de manipulation politique. La communauté souterraine comprenait des vampires exclus, des médiums humains, des métamorphes et des sans-mêlés qui avaient créé leur propre société dans des espaces abandonnés par les deux mondes dont ils avaient hérité, mais qu'ils ne pouvaient revendiquer pleinement. Luna apprit que la hiérarchie vampirique fonctionnait par la pureté du sang et l'alliance politique des familles anciennes maintenant leur pouvoir par une reproduction soignée et l'élimination stratégique des menaces à l'ordre établi. Son héritage probable en tant que royauté vampire pure la rendait d'une valeur incalculable, mais la marquait également pour la mort par des factions qui avaient profité de sa disparition et n'accueilleraient pas son retour pour compliquer leurs arrangements. Marcus lui montra des photographies provenant d'archives surnaturelles, des images du roi vampire qui avait cherché sa fille, perdue à travers les continents et les siècles sans succès, jusqu'à la trahison soigneusement orchestrée du docteur Vincent. Le visage du roi portait un chagrin qui s'était calcifié en obsession, une autorité royale maintenue par la pure volonté, plutôt que par la joie de gouverner des sujets qui avaient vu leur monarque se transformer lentement de leader en monument à la perte. Mais l'éveil de Luna avait attiré l'attention au-delà de l'espoir désespéré de son père, des rivaux politiques qui voyaient son retour comme une opportunité de déstabiliser un royaume devenu vulnérable pendant des décennies de recherches infructueuses. Le réseau de Lord Damien comprenait des groupes extrémistes humains qui considéraient la coopération surnaturelle humaine comme une menace à la pureté des espèces des deux côtés, une alliance de haine qui instrumentaliserait l'émergence de Luna pour justifier la violence contre des communautés qui avaient coexisté pacifiquement pendant des générations. Le danger immédiat venait de traqueurs comme Cassandra, des chasseurs d'élite qui servaient la royauté vampire avec des compétences affinées au fil des siècles à trouver ce qui préférait rester perdu. Sa silhouette apparut à l'entrée des tunnels juste au moment où Marcus finissait d'expliquer comment le sang royal portait des signatures olfactives qui ne pouvaient être déguisées ou cachées au sens surnaturel, entraînées à suivre des pistes à travers le temps lui-même. La réaction de combat ou de fuite de Luna déclencha une transformation partielle, alors que la présence de Cassandra inondait les tunnels d'une intensité prédatrice qui faisait hurler chaque instant des avertissements de danger mortel. Une lumière argentée jaillit de la peau de Luna, alors que le pouvoir hérité reconnaissait la menace et répondait avec des capacités qui étaient restées dormantes jusqu'à ce que la crise force leur émergence en une action défensive. Marcus tenta de la protéger, mais fut maîtrisé par les siècles d'expérience de combat de Cassandra, sa force de demi-vampire insuffisante contre une traqueuse qui avait servi la famille royale depuis avant la naissance de Luna. La confrontation dura quelques secondes avant que l'explosion de pouvoir de Luna ne crée une barrière de lumière qui permit leur fuite, mais la reconnaissance choquée de Cassandra portait des implications qui allaient remodeler la recherche, la transformant de chasse en certitude. Tu as les yeux de ton père et le feu de ta mère, leur lança la traqueuse alors qu'ils fuyaient plus profondément dans des tunnels qui étaient soudainement devenus une autoroute vers une réunion inévitable. Le sanctuaire souterrain qui avait promis la sécurité était maintenant compromis, forçant Luna et Marcus à chercher refuge dans des planques qui changeaient d'emplacement quotidiennement pour éviter d'être découverts par des forces qui incluaient à la fois la politique vampirique et les agences humaines qui surveillaient l'activité surnaturelle. Marcus révéla une rébellion qui couvait contre le règne du roi vampire,
Une opposition politique qui s'était renforcée pendant les années où l'obsession d'Adrian pour retrouver sa fille l'avait distrait de gouverner efficacement. Le retour de Luna allait soit renforcer la position de son père, soit fournir à ses ennemis une arme pour achever sa destruction, selon les choix qu'elle ferait d'embrasser ou de rejeter l'héritage qu'il avait déjà marqué pour la mort. La révélation que la société surnaturelle existait en équilibre précaire avec les agences gouvernementales humaines ajoutait des couches de complexité à une situation qui avait semblé personnelle, mais qui était en réalité politique à des échelles qui pourraient remodeler les deux espèces. Luna réalisa qu'elle ne pouvait pas rester cachée indéfiniment, ses pouvoirs en éveil devenant plus forts à chaque crise émotionnelle, jusqu'à ce que la dissimulation devienne impossible et que le choix devienne binaire entre revendiquer son identité ou regarder les autres payer le prix de son existence continue dans l'ombre. Mais d'abord, elle devait comprendre le traité pour lequel sa mère était morte, des accords diplomatiques qui avaient maintenu la paix entre les espèces par des sacrifices qui incluaient la vie d'Elena et les souvenirs d'enfance de Luna de la famille qu'elle avait été forcée de quitter. Marcus lui montra des documents qui révélaient que la romance interdite de ses parents avait failli provoquer une guerre civile, leur histoire d'amour devenant le fondement d'accords de paix qui exigeèrent la disparition de Luna pour empêcher son assassinat par des extrémistes qui considérèrent les mariages mixtes comme une contamination de la pureté surnaturelle. Les murs de la planque affichaient des cartes des territoires surnaturels à travers les continents, des frontières politiques qui existaient parallèlement à la géographie humaine, mais fonctionnaient selon des lois qui précédaient la civilisation moderne de plusieurs millénaires. Luna traça des lignes de connexion entre les cours de vampires, les meutes de loups-garous, les colonies de fées et les cités, humaines qui servaient de terrain neutre pour des espèces qui partageaient le monde tout en maintenant des structures de gouvernance séparées. Son héritage unique en tant que fille de la royauté vampire et d'une diplomate humaine la positionnait pour combler des fossés qui avaient persisté pendant des siècles, mais seulement si elle survivait assez longtemps pour revendiquer une autorité que de nombreuses factions préféraient garder enterrée avec son identité d'enfant. Les tentatives de communication du Dr. Vincent devinrent plus désespérées à mesure que la disparition de Luna dépassait sa capacité de contrôle. Ces messages révélant une réelle préoccupation pour sa sécurité, mêlée à la peur des conséquences, lorsque ses supérieurs apprendraient qu'elle avait échappé à sa surveillance protectrice. Le réseau de traqueurs se refermait sur des cachettes qui devenaient des refuges temporaires plutôt qu'un sanctuaire permanent, chaque jour rapprochant Cassandra et d'autres chasseurs d'une réunion qui transformerait Luna de princesse perdue en catalyseur politique de changement qui pourrait déstabiliser la société surnaturelle. Mais la confiance croissante de Luna en ses capacités suggérait qu'elle pourrait être prête pour une confrontation qui établirait ses conditions pour son retour plutôt que de simplement accepter un sauvetage assorti d'obligations qu'elle n'avait pas choisies librement. La communauté souterraine, qui l'avait abritée, se préparait à une guerre entre factions vampiriques, Marcus mobilisant des réseaux de sang-mêlés qui étaient restés neutres lors des conflits politiques précédents, mais ne pouvaient éviter de choisir leur camp, une fois que l'identité de Luna forcerait des questions plus larges sur le leadership surnaturel et le prix du maintien de la paix par le sacrifice royal. Luna sentit la pierre ancienne se réchauffer sous ses doigts alors qu'elle entrait dans la cour du château à l'aube, les souvenirs revenant par vagues qui menaçaient de submerger ses défenses soigneusement construites contre le passé qu'elle avait été forcée d'abandonner. Les portes massives qui avaient protégé son enfance s'ouvraient maintenant pour révéler des visages qu'elle se rappelait à moitié. Le personnel du château qui l'avait vu faire ses premiers pas sur ces mêmes pierres 20 ans avant que son monde ne se fracture en un exil nécessaire. Madame Blackthorne s'occupait toujours des jardins d'herbes aromatiques, avec des mains qui avaient autrefois tressé les cheveux de Luna, son visage buriné se fendant de larmes, lorsque la reconnaissance fleurit entre elles comme un lever de soleil après une nuit sans fin.
Le fils du jardinier en chef avait repris le poste de son père, mais ses yeux avaient la même douceur bienveillante qui avait permis à la petite Séraphina de 5 ans de se sentir en sécurité dans des jardins qui se préparaient maintenant à la guerre. Adrian marchait à ses côtés avec une émotion soigneusement contrôlée, chaque geste révélant sa lutte entre la joie immense de son retour et la terreur que les circonstances puissent la lui arracher à nouveau avant qu'il n'ait eu le temps de reconstruire ce qui avait été perdu. Le château lui-même semblait expirer de soulagement, alors que Luna se déplaçait dans des couloirs qui étaient restés figés dans la mémoire, sa présence réveillant des espaces qui avaient été entretenus, mais jamais vraiment habités depuis sa disparition. La nurserie où elle avait joué avec des chevaux de bois sentait encore la lavande et le vieux bois, des jouets soigneusement conservés par un personnel qui avait refusé d'accepter que leur princesse puisse ne jamais rentrer. Luna toucha un fauteuil à bascule qui déclencha des flashs de mémoire de la voix de sa mère, chantant des berceuses en 3 langues. Des chansons diplomatiques qui avaient tissé ensemble la tradition vampirique et la mélodie humaine en des harmonies qui n'existaient nulle part ailleurs dans aucune des deux cultures. Les protections surnaturelles du château reconnurent son sang et son héritage. D'anciennes protections se réajustant selon des schémas qui avaient été perturbés pendant 2 décennies. Des défenses magiques qui n'avaient jamais cessé de chercher le membre de la famille royale qui avait disparu de leur étreinte protectrice. Adrian lui montra la galerie de portraits où le visage de sa mère souriait depuis des huiles qui capturaient la chaleur et l'intelligence d'Helena, une grâce diplomatique qui avait fait le pont entre les espèces avec amour, plutôt que par simple nécessité politique. La salle à manger formelle où les accords de paix avaient été signés affichait toujours les documents du traité qui avaient coûté la vie à Helena et l'enfance à Luna, une écriture élégante qui ressemblait à de la poésie, mais qui était en réalité une législation régissant les relations surnaturelles humaines à travers les continents. Luna découvrit le bureau caché de sa mère derrière une bibliothèque qui ne s'ouvrait qu'à son contact, des archives personnelles qui révélaient les pensées privées d'Helena sur un mariage qui transcendait les frontières des espèces et la révolution diplomatique qui avait rendu un tel amour possible. Les documents montraient que la naissance de Luna avait été célébrée comme un symbole d'unité entre les mondes, son héritage mixte représentant l'espoir d'une coopération que les factions extrémistes des deux côtés avaient considérée comme une menace existentielle à la pureté raciale. Mais l'opposition politique était devenue violente lorsque les capacités surnaturelles de Luna s'étaient manifestées précocement, ses pouvoirs combinant l'héritage vampirique avec une intuition diplomatique humaine de manière à promettre de remodeler les structures d'autorité traditionnelles. Les journaux d'Helena révélaient les tentatives d'assassinat qui avaient forcé la disparition de Luna, un exil protecteur qui ne devait durer que jusqu'à ce que les factions extrémistes puissent être neutralisées, mais qui s'était étendu sur des décennies, lorsque la violence politique s'était avérée plus tenace que quiconque ne l'avait prévu. La salle de guerre du château bourdonnait déjà d'activité, alors que des rapports arrivaient sur les forces de Lord Damien qui se renforçaient avec des séparatistes vampires et des groupes extrémistes humains qui avaient trouvé une cause commune dans l'opposition à la coopération surnaturelle humaine. Les généraux d'Adrian étalaient des cartes sur des tables qui montraient des positions défensives en cours de fortification, tandis que les canaux diplomatiques étaient coupés par des ennemis qui préféraient le conflit à la négociation. Luna étudia les rapports de renseignement qui révélaient l'ampleur de l'opposition que son retour avait déclenchée. Des factions politiques qui comprenaient des puristes vampires qui voyaient son héritage mixte comme une contamination et des suprémacistes humains qui voyaient son potentiel diplomatique comme une menace à la ségrégation des espèces. La présentation formelle à la cour des vampires était prévue pour le soir, une reconnaissance cérémonielle qui restaurerait officiellement la position de Luna en tant qu'héritière, mais qui servirait également de déclaration de guerre contre les factions qui avaient profité de son absence. Son retour signifiait la renégociation de traités
qui avaient été rédigés pour accommoder sa succession éventuelle. Des accords diplomatiques que de nombreuses parties avaient contournés ou ignorés pendant les années où la succession semblait impossible. L'armurerie du château était réapprovisionnée en armes qui n'avaient pas été utilisées depuis la dernière guerre civile surnaturelle, des lames anciennes et une technologie moderne qui révélaient à quel point Adrien se préparait à un conflit que la diplomatie pourrait ne pas empêcher. Luna réalisa que son retour au pays avait déclenché une crise politique qui s'étendait bien au-delà des retrouvailles familiales, son identité devenant le catalyseur de changements qui pourraient remodeler la société surnaturelle ou détruire la paix pour laquelle sa mère était morte. Le matin apporta la nouvelle que des responsables du gouvernement humain exigeaient des explications sur l'activité militaire surnaturelle, des tensions diplomatiques qui menaçaient d'exposer le secret soigneusement gardé, qui avait protégé les deux espèces d'un conflit ouvert. Le docteur Vincent arriva sous bonne garde, avec des informations sur les plans des extrémistes, d'utiliser l'émergence de Luna comme justification pour la violence contre les communautés surnaturelles qui avaient coexisté pacifiquement avec leurs voisins humains pendant des générations. Ces rapports révélaient que le réseau de Damien comprenait des responsables gouvernementaux qui avaient secrètement financé des recherches anti-surnaturelles tout en soutenant publiquement les accords de coopération, une trahison politique qui allait plus loin que l'ambition personnelle et menaçait de saper des décennies de diplomatie prudente. Luna passa la journée à examiner des documents qui l'éduquaient sur les responsabilités royales qu'elle n'avait jamais été formée à gérer. Un cours intensif en droit vampirique et en protocole diplomatique qui régirait ses interactions avec les cours surnaturelles étrangères. La bibliothèque du château contenait des traités sur la gouvernance surnaturelle écrits par des érudits qui avaient passé des siècles à analyser l'équilibre délicat entre des espèces qui partageaient un territoire mais maintenaient des identités culturelles distinctes. Les appartements privés d'Adrian contenaient de la correspondance de cours de vampires du monde entier, des communications diplomatiques qui révélaient à quel point les autres communautés surnaturelles surveillaient de près le retour de Luna et ses implications pour leurs propres arrangements politiques. L'après-midi apporta des rapports alarmants de Marcus et du réseau souterrain, des informations sur des attaques coordonnées prévues contre des planques surnaturelles et des installations diplomatiques humaines qui avaient soutenu les accords de coopération. La stratégie de Damien semblait conçue pour provoquer une guerre ouverte entre les espèces en ciblant les symboles de la paix alors que le retour de Luna était encore en cours de traitement par les établissements politiques des deux côtés. Les défenses surnaturelles du château étaient renforcées par des mages qui avaient servi la famille royale pendant des siècles. Des protections magiques qui rendraient la forteresse imprenable, mais signaleraient également la volonté d'Adrian de se battre plutôt que de négocier avec des forces qui menaçaient la sécurité de sa fille. Les pouvoirs de Luna continuaient de se renforcer à mesure que le stress émotionnel déclenchait des manifestations qui impressionnaient même le personnel ancien du château qui avait servi la royauté surnaturelle pendant des générations. Une lumière argentée qui portait à la fois l'autorité de son père et la perspicacité diplomatique de sa mère, d'une manière qui suggérait que son héritage pourrait être une évolution plutôt qu'une simple combinaison. La présentation formelle du soir marquerait son retour officiel dans la société surnaturelle, mais les rapports de renseignement suggéraient que Damien prévoyait d'interrompre la cérémonie avec un défi qui forcerait une confrontation immédiate plutôt que de laisser le temps aux manœuvres politiques. Luna se prépara pour la présentation à la cour avec la compréhension croissante que son retour au pays était en fait le prélude à la guerre, des retrouvailles familiales qui étaient devenues le point focal de siècles de tensions entre des factions qui préféraient le conflit à la coopération compliquée que ses parents avaient envisagée. Les cloches du château, qui étaient restées silencieuses pendant son absence, commencèrent à sonner à l'approche du coucher du soleil, annonçant aux communautés surnaturelles de toute la région que la princesse perdue était revenue et que l'avenir serait décidé par ce qui émergerait de la confrontation désormais inévitable. Adrian la rejoignit sur les remparts,
alors que des rapports arrivaient indiquant que les forces de Damien approchaient sous des drapeaux qui revendiquaient la légitimité en vertu d'anciennes lois vampiriques qui permettaient de contester l'autorité royale, des traditions juridiques qui pourraient rendre la confrontation de ce soir décisive pour l'avenir du royaume. Les alarmes qui percèrent soudainement l'air du soir confirmèrent que les manœuvres politiques avaient pris fin et que le conflit ouvert commençait alors que des ennemis qui avaient attendu des décennies pour ce moment se mettaient enfin en mouvement pour revendiquer le pouvoir qu'ils croyaient que le retour de Luna avait rendu vulnérable au défi. Luna sentit une lumière argentée jaillir de ses mains alors qu'elle se préparait à défendre la maison qu'elle venait de reconquérir. Un pouvoir hérité se combinant avec un amour déterminé pour la famille et la communauté qu'elle était enfin prête à protéger, plutôt que de simplement accepter la protection d'autres qui avaient déjà trop sacrifié. Le roi vampire se tenait aux côtés de sa fille alors que les forces ennemies apparaissaient à l'horizon, tous deux comprenant que les prochaines heures détermineraient si la paix pour laquelle Helena était morte survivrait, ou si le retour de Luna marquerait le début d'une guerre civile surnaturelle qui pourrait détruire tout ce que 2 décennies de diplomatie prudente avaient accompli.